Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi midi 16 janvier déjà. Régis Cerf à mes côtés. Salut Régis, ça va bien? Salut Jonathan, ouais, très bien, merci. Écoute, on a eu tout un week-end de hockey quand même, surtout samedi. Là, ça a été une soirée, disons-le, de highlights, de buts spectaculaires. On a été servi ce week-end. Ouais, c'était un petit peu la discussion qu'on avait à l'intérieur de la rédaction ce matin. Waouh, quel highlights on va ressortir aujourd'hui dans les têtes, tellement il y en a eu dans tous les matchs. Bah, on signe volontiers pour des week-ends, des soirées comme celle-là. Ouais, évidemment, on signe n'importe où pour ce genre de soirée. Bonjour à tous également dans le chat parce que vous êtes déjà en feu. On aime ça voir ça. Il y a déjà beaucoup de commentaires et la plupart, c'est sur le LHC. On aura la chance ensemble, Régis, d'en parler et également avec vous. Continuez à nous envoyer vos commentaires, à discuter dans le chat tout au long de l'émission. Et on vous rappelle également que cet overtime, si vous n'avez pas la chance de le voir en entier, va être en rediffusion sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify. Voilà, donc pour tout savoir, tout voir et ne rien manquer, vous pouvez d'ailleurs vous abonner à nos différentes chaînes. Régis, on va tout de suite commencer, mais on commencera pas avec le LHC tout de suite. On va faire l'ordre inverse du classement. On va commencer plutôt avec le HC Ajoie. Régis, le HC Ajoie, tu as eu la chance de le commenter ce week-end, qui connaît ses meilleurs moments en National League. Ses meilleurs moments en 2 ans, il faut le dire. Oui. C'est assez impressionnant de voir que cette équipe-là, sous Julien Vauclair, s'est retrouvée une santé sportive. Le magicien Julien Vauclair, on pourrait l'appeler comme ça. Je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais en tout cas, c'est plus vraiment la même équipe depuis qu'il est arrivé à la tête de cette formation. On a eu une petite crainte le 2 janvier avec ce 1-8 face à Zoug. C'était un accident de parcours visiblement parce que dans cette équipe, on n'a plus du tout la même approche des matchs. J'ai l'impression que dans les têtes, on est passé à autre chose. On a compris qu'on pouvait être une vraie équipe de National League. Il y a des sourires sur les visages et ça fait déjà beaucoup de différence, je pense, par rapport à la situation d'avant. Et là, clairement, le coach y est pour quelque chose. Il a redonné cette envie à tout le monde, cette envie qui se manifeste sur la glace. Il y a quand même 4 victoires en 5 matchs. Et je pense quelque chose qui est très intéressant à remarquer, c'est que 2 week-ends d'affilée, Ajoie a réussi à gagner les 2 rencontres en 24 heures. On aurait pu penser qu'avec peut-être un effectif un peu moins riche, même nettement moins riche que certaines équipes, c'était pas forcément facile d'enchaîner les matchs, les victoires. Bah, ils sont capables, preuve que c'est pas là-dessus que ça se joue, preuve que cette équipe elle a conscience aussi de ses qualités. Et là, on est de plus en plus en présence d'une équipe qui fait pas bon aller affronter maintenant, même à l'extérieur. Elle va faire des points, elle va prendre des victoires où on ne l'attendait peut-être pas. Donc c'est un nouveau HC Ajoie et ce week-end il est particulièrement réjouissant parce qu'en plus ce sont des succès qui découlent pas de rien, qui découlent pas simplement d'un bon gardien. Oui, il y a des bons gardiens, mais il y a aussi du jeu, il y a eu des très bonnes choses, une équipe qui savait prendre le match en main, qui savait vraiment dominer, pas simplement se contenter de faire le dos rond, de profiter des contres. Il y avait vraiment beaucoup de positifs à retirer sur ce qu'on a vu ce week-end. Et une chose positive également, l'ambiance à la Raiffeisen Arena. Samedi, c'était sold out, là, c'était salle comble. Et les spectateurs sont restés dans les moments difficiles. Évidemment, là, se réjouissent des moments plus heureux et remplissent cette patinoire-là. Et d'ailleurs, le HC Ajoie qui, tu l'as dit, hein, tu vois un Bastien Pouilly marqué dans la cage vide, le large sourire aux lèvres. Ça semble être agréable en ce moment de jouer à Ajoie. On dirait qu'on a enlevé un piano sur les épaules de chaque joueur. Ça se sentait, ça se voyait que les joueurs jouaient contre Philippe Péchane, que le message ne passait plus. Ça a été le cas aussi l'an passé avec Gary Sheehan. Et là, je veux pas dire que les 2 coachs ne faisaient pas des choses justes, mais le message passait plus dans le vestiaire. Et clairement, ce renouveau avec Julien Vauclair, un coach qu'on avait déjà appris à connaître l'an passé, parce que oui, on le connaissait comme directeur sportif du côté des joueurs, mais il y a plusieurs de ces joueurs qui avaient joué sous ses ordres en fin de saison dernière. Ça donne, tu dis, c'est 4-5, c'est 6-8 aussi. C'est vraiment impressionnant de voir le niveau que cette équipe est capable d'aller atteindre dans une saison qui, disons-le, était hyper compliquée, presque autant, sinon plus que la saison dernière. Déjà, on a des questions, et la grande question,
qu'on a reçu dans le chat. Il y a Ludovic qui nous demande est-ce qu'Ajoie peut passer devant le Lausanne Hockey Club? Et Louis lui répond tout de suite moi, je dis qu'Ajoie va passer devant Lausanne et Lugano. Je sais pas, Régis, toi, qu'est-ce que tu sens? Bon, alors, je sais pas s'ils sont capables quand même d'enchaîner. Parce que grosso modo, sachant qu'Ajoie est l'équipe qui a joué le plus jusqu'à présent, il ne reste que 13 rencontres. Si on fait un peu les calculs, il faut que et Lausanne et Lugano continuent de caler, de gagner un match sur 3. Et qu'à l'inverse, du côté d'Ajoie, on a gagné en tout cas 2 sur 3 jusqu'au bout. Si je caricature un peu, je pense que c'est ça. Je suis pas persuadé que ce scénario-là est vraiment réaliste. Peut-être passer devant Lausanne, ça je peux encore l'imaginer si ça continue de pécloter autant, mais de là à aller encore grappiller une 12e place, je ne mettrai pas ce que j'ai dans mon porte-monnaie pour le parier. On va voir ça comme ça. Je crois que du côté de Porrentruy, maintenant on a conscience que déjà c'est une chance d'avoir la possibilité de menacer le 13e, de se donner cet objectif-là, même si ça ne va pas changer grand-chose d'être 13e, 14e, mais de serait-ce que de l'atteindre, ce serait une magnifique performance compte tenu de la saison. Je pense qu'on n'a pas vraiment dans la tête l'idée, il faut qu'on soit à 12e, on se met une pression là. Maintenant, il y a des choses simples qui ont été retrouvées, ce plaisir de venir sur la glace, de jouer ensemble, de marquer des beaux buts comme on l'a vu, avec des passes magnifiques et ça fait rayonner toute l'équipe. Ben, je pense que ça a des fois autant de valeur que finalement gagner une place, puis se retrouver quand même dans un play-out forcément compliqué parce que ces matchs à la vie, à la mort comme ceux-là, ce sera de toute façon pas simple. Moi, je pense que l'objectif, il n'est pas clairement de viser cette 12e place qui est quand même un rêve plus qu'une réalité aujourd'hui. Ouais, je pense que le but vraiment d'Ajoie, là, d'ici la fin de la saison, c'est de terminer en confiance. Pour rentrer dans une série de play-out avec le plus de confiance possible, ce qui pour l'instant n'est pas le cas du côté de Lausanne. Si en date d'aujourd'hui, la saison se termine ainsi et qu'on a une série de play-out entre Ajoie et Lausanne, j'ai de la difficulté à mettre Lausanne en avant d'Ajoie et favori pour remporter cette série-là au vu des dernières semaines. Et c'est ça le sentiment qu'on veut aller chercher du côté d'Ajoie et qu'on est capable d'aller chercher avec les récentes performances. Donc les 13 derniers matchs de la saison vont servir surtout à se préparer à tout ça et d'enchaîner les bonnes performances, de reprendre confiance. Dans le chat, il y a Fabien qui demande à être coaché par celui qui décide des contrats. Ça aide peut-être. Ça rajoute parfois... Ça a un côté un peu... ça a deux côtés, cette médaille, parce que c'est un stress et une pression supplémentaire parce que ton patron direct est celui derrière le banc, il vit aussi l'intérieur du vestiaire. Donc, c'est des personnalités aussi. Hein. C'est 20 quelques joueurs, c'est 20 quelques personnalités différentes. Ça colle parfois avec un coach, mais avec le DG qui est coach maintenant, ça peut avoir des petites frictions. Par contre, en même temps, justement, ça peut donner une motivation parce qu'il y a beaucoup de joueurs, d'ailleurs des étrangers, qui vont être à la recherche de nouveaux contrats. Ça peut les motiver encore plus et ça peut donner justement une bonne entente dans le vestiaire. Peut-être que Julien Vauclair aussi, lui, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti d'un vestiaire de hockey. Peut-être que d'avoir un gars comme ça que plusieurs connaissaient déjà d'avant, qui a une bonne renommée en Suisse, qui comprend la situation de certains joueurs aussi. Je pense que ça peut aider peut-être au niveau psychologique aussi, autrement d'un coach là, qui arrive d'un autre championnat, qui ne connaît pas nécessairement les joueurs. Peut-être que ça explique pourquoi la bonne entente entre Julien Vauclair et les joueurs du HC Ajoie fonctionne aussi bien. Et évidemment, la question qui suit, ben, c'est Ludovic qui demande Vauclair avec est-ce qu'il devrait faire une pige à la Dubé, avoir les deux chapeaux la saison prochaine. C'était pas son but, non. Régis, mais en même temps, il y a deux coachs en ce moment qui sont payés à regarder les matchs à la maison. Mine de rien, il y a un budget aussi et les résultats sont là avec Julien Vauclair. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ben, ces principes que non, je veux pas les deux casquettes vont peut-être tomber et il va rester... Bon, je pense que l'exemple d'Ubé, il est la preuve que ça peut fonctionner. Mais il faut un très très bon entourage. Parce que Christian Dubé, il a les deux casquettes, mais dans les faits, il est surtout là
pour travailler avec Gerd Senhuisern qui fait le gros du travail de l'ombre, et puis lui il prend les dossiers quand ils sont déjà un petit peu avancés, qui sont finalisés. Donc ça veut dire que si on veut imaginer Julien Vauclair à la bande pour la saison prochaine par exemple, il a besoin d'aide. On peut pas dire il va continuer de faire les deux en même temps. Déjà maintenant je pense que c'est un vrai problème, parce que quand on voit qu'Ajoie pour la saison prochaine n'a qu'un gardien, 4 défenseurs et 5 attaquants, étrangers compris, c'est vraiment très très peu. Aujourd'hui, Langnau annonce encore des signatures. Si j'ai bien calculé, aujourd'hui, Langnau, ils ont 2 gardiens, ils ont 6 défenseurs, ils ont 12 attaquants. Et je parle de Langnau en sachant que c'est le plus petit budget après Ajoie. Donc, enfin, un peu plus qu'Ajoie, mais c'est pour donner une comparaison de clubs qui, je pense, peuvent être comparés. Donc, je pense que du côté d'Ajoie, on a besoin d'apporter de l'aide à Julien Vauclair. Il a une aide très précieuse sur le banc et aux entraînements, parce que il est dans un staff avec Zanata, avec Noumeline. D'ailleurs, c'est pas un hasard si quand il a été appelé par le public samedi, il est venu avec son staff devant le public comme pour dire « c'est sympa de m'attribuer les mérites ». Mais je ne travaille pas seul, et sans ceux que vous voyez, il y avait également le coach des gardiens, Jedlowski, qui était là. Sans eux, je suis rien. C'est eux aussi qui me donnent de quoi vous proposer ce que vous voyez maintenant. Moi, j'essaie de coordonner, ramener ces bonnes ondes, reprendre le plaisir, mais il a besoin d'être épaulé. Et je pense qu'aujourd'hui, il aurait besoin d'être épaulé avec un assistant directeur technique ou un qui fait une partie de son travail là. Et quoi qu'il en soit, si Ajoie veut continuer avec Julien Vauclair, ce qui est pas exclu quand même, parce que l'idée, elle a montré qu'elle pouvait faire son chemin, ben il aura besoin d'aide. Par contre, ce qu'on voit, c'est le Julien Vauclair pompier, ça fonctionne. Mais est-ce que Julien Vauclair qui arrive au mois d'août, qui veut travailler sur toute une saison, ça peut venir long. Ça, c'est quand même toujours les mêmes personnes. Des fois, on l'entend un peu à Fribourg, que de dire Dubé, c'est un peu l'homme qui fait tout. On entend dire des fois c'est un peu pesant, quoi, toujours d'avoir la même personne, le même référent et tout. Et est-ce que ça fonctionnerait aussi bien avec Julien Vauclair dès le mois d'août? Ça, on a le droit de se poser ce genre de questions. Et c'est probablement le genre de question que lui aussi se pose. Et pourquoi il ne veut pas se... Il a l'expérience en tout cas. Quand il Ouais. était dans le vestiaire, il sait ce que c'est que d'être entraîneur toute une saison. Ouais. Je pense qu'il y a des fois où il lui tapait aussi sur le système, ces entraîneurs. Hein. Ça, c'est sûr. Régis, évidemment, ça réagit beaucoup là, sur Ajoie. On a Thomas qui nous demande, Ajoie peut-il passer à une étape supérieure la saison prochaine en prenant en considération qu'il reste en National League, malgré un recrutement qui s'annonce compliqué? On n'a toujours rien annoncé du côté d'Ajoie comme signature. Langnau vient d'en annoncer 4, 2 prolongations, 2 Et depuis un mois, ça y va. Et exactement, là, il y a plusieurs, partout ça s'annonce, même Cloton est très près là, de prolonger Jonathan Hang, mais on attend toujours du côté d'Ajoie. Est-ce qu'ils peuvent passer à une étape supérieure? Ben, moi, je pense que le gros défi pour Ajoie, c'est de trouver des joueurs suisses. Aujourd'hui, les joueurs hésitent parce que il y a cette incertitude, et quand on voyait l'équipe décliner progressivement, personne n'avait envie de se lancer avec une formation comme ça. Maintenant, en voyant ces résultats, je pense que ceux qui en doutaient peuvent vraiment se dire que ce club, il a sa place en National League, il a tout pour se maintenir. Et puis quand même, moi je maintiens que dans un barrage face à une équipe de Swiss League, Ajoie aura vraiment une longueur importante d'avance, que ce soit devant le but avec 2 gardiens de National League, que ce soit la défense. Je veux dire, même le 8e, le 9e défenseur d'Ajoie, il est à mon avis au niveau de la première ligne d'un club de Swiss League à l'heure actuelle. Donc moi je pense qu'il y a peu de doute sur le fait qu'Ajoie va se maintenir, je le dis honnêtement. Mais un joueur, il a aussi besoin de certitude avant de signer un contrat, et il n'en aura pas absolu. Après, tu me diras, peut-être qu'ailleurs aussi, ils peuvent faire les play-out, puis ça peut mal se passer, puis on peut faire un barrage. On a déjà vu ce genre de scénario se produire. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est compliqué avec les joueurs suisses. Donc, pour Ajoie, ce qui va être important, je pense, pour la saison prochaine, c'est de viser des étrangers de qualité, comme l'a fait Langnau. Je m'excuse, ou excusez-moi si je reprends l'exemple de Langnau, je pense qu'il faut s'en inspirer. Quand on voit la Légion étrangère de Langnau, il y en a en tout cas 5
qui sont très très bons dans cette équipe et Ajoie va devoir mettre le paquet financièrement. Je crois savoir que le budget va être augmenté de 3 millions, ce qui n'est pas quand même peu, hein. Ça fait 25% d'augmentation pour le HC Ajoie. Donc avec cet argent supplémentaire, ça va permettre de se payer des étrangers qui sont des étrangers plus cotés probablement, parce que l'année passée, même si Ajoie avait une certaine enveloppe, on sait que ça bloquait niveau budget. Maintenant, je sais par exemple qu'Ajoie a fait une vraie proposition à TJ Brennan, qui n'est pas une proposition rabais. Il ne l'a pas signé pour l'instant. Ça veut dire que lui, il se dit, si tu as un club plus ambitieux qui te fait une offre tout aussi bonne, tu vas probablement pas te gêner de t'en aller ailleurs. Enfin, il y a tout ce genre de paramètres. Il ne faut pas rêver. Des joueurs suisses, Ajoie ne pourra pas en engager des côtés. Ce sera des joueurs qui aujourd'hui sont des joueurs de complément, voire moins dans des équipes de National League, ou alors des bons de Swiss League. Il y en a encore quelques-uns qui, à mon avis, sont en contact quand même avec Ajoie pour peut-être trouver une place la saison prochaine. Mais tout cela ne nous fait pas un niveau d'un joueur international, ne nous fait pas un joueur qui est déjà dans un deuxième bloc. Donc ce sera encore compliqué avec les Suisses la saison prochaine, j'en suis absolument persuadé. Et tu viens de parler justement des joueurs suisses, des joueurs de profondeur dans les équipes. Il y a Elodie et Quentin là, qui nous parlent que Cloton aurait signé Denis Smirnov pour la prochaine saison. Quentin dit que ce n'est rien d'officiel. Elodie, elle, semble assez certaine de son info. Donc, merci à vous, chers internautes, de nous donner ces petits scoops lorsque vous en avez. C'est toujours très intéressant. On va suivre ça de près, évidemment, l'éventuelle signature de Denis Smirnov à Cloton. Mais si c'est fait, c'est encore un joueur potentiel qui aurait pu avoir un rôle important dans cette équipe du HC Ajoie, qui leur glisse sous les pieds, puis que c'est Cloton qui va en profiter. Cloton qui a un recrutement quand même qui fonctionne assez fort et qui annonce des signatures aussi. Donc, ça t'en a parlé. Dernier sujet, parce que là, on a déjà tout près de 20 minutes de fait sur le HC Ajoie. Il y a Quentin qui nous a dit il y a quelques minutes déjà, être 13e et avoir l'avantage de la glace en finale de play-out, la différence est énorme. Oui et non. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous êtes allé du côté de la Vaudoise Arena. Je ne suis pas certain que c'est un avantage tant que ça de jouer à la Vaudoise Arena. Pas certain, à moins vraiment que les gens finissent par se déplacer pour une série de play-out. Parce qu'en ce moment, la patinoire est plutôt vide. Ouais, et je suis pas sûr que ça excite beaucoup les fans, les suiveurs de Lausanne d'aller faire un play-out contre Ajoie. Alors certes, il y a pire comme affiche. Hein, ce serait mieux qu'une équipe alémanique. Mais quand même, je pense que c'est pas vraiment ce qui était visé et rêvé en début de saison. Ouais, et ça, c'est certain que la section visiteurs, par contre, de la Vaudoise Arena sera pleine si sont les Ajoulots qui participent. Elle est petite, mais pourrait être plus bruyante que celle en face parce que c'est plutôt compliqué à Lausanne. Justement, ça fait la transition parfaite. On va en parler justement du Lausanne Hockey Club. Le LHC qui avait remporté un match quand même, faut le dire, face à Fribourg-Gotteron le 7 janvier. C'était il y a de cela une semaine. Mais cette semaine, on était en break. On n'a pas beaucoup joué. On avait le Game of the Week contre Ambry hier. On a joué 2 bonnes périodes de hockey. Ensuite, les pénalités sont arrivées. Manque d'implication, de leadership en troisième période. J'ai de la difficulté à expliquer vraiment ce qui s'est passé dans cette troisième période et finalement on perd le match 4-1. Bon. Moi il y a une chose, Jonathan, qui me choque, c'est qu'à Lausanne, le moindre souci, le moindre grain de sable et tout s'effondre. J'ai vraiment l'impression que dans cette équipe, c'est ce qui caractérise toutes ces dernières rencontres là, c'est qu'il se passe un événement, on prend une punition, on encaisse un but et derrière, comme un château de cartes, tout s'effondre. Je pense que cet aspect quand même de confiance rentre vraiment en ligne de compte parce que quand on discute avec les équipes, ils y reviennent assez régulièrement, les joueurs de cette confiance, et elle est tellement pas posée, établie dans les rangs du LHC que le moindre souci, on sent ce manque de confiance. Et l'adversaire, évidemment, lui, il en profite. À Ambry, on sait qu'il y a un public qui est en plus là, toujours. Et c'était un match important quand même, parce que justement, Lausanne doit aller chercher ses points importants contre un adversaire direct comme Ambry. Clairement, moi je dirais même que le week-end était important parce que vendredi, n'oublions pas qu'il y avait 3-1 face à Cloton. Cloton qui est censé être un adversaire...
j'ai envie de dire, à la portée aussi des Lausannois, un peu dans la même cible qu'Ambry. Hein. Si on n'arrive pas à faire des points contre ces équipes-là, clairement, on est très très loin du niveau de pré-playoff. Donc 3-1 à la maison. Très honnêtement, on était tous à se dire, voilà, ça va le faire. Eh ben non, on n'est pas capable de gagner, on fait même pas un point contre Cloton. Et je veux surtout pas minimiser cette équipe de Cloton qui est l'excellente surprise de cette saison. Je crois qu'on peut quand même faire une petite parenthèse là-dessus et dire que s'il y a une équipe qui nous bluffe depuis le début de la saison et qui, semaine après semaine, match après match, nous prouve qu'elle est capable de tenir la distance, d'être vraiment une équipe de pré-playoff avec une place qui va s'assurer là-dedans, je n'ai quasiment plus aucun doute à l'heure actuelle. Enfin voilà, tout ça pour dire que les Lausannois, dans un match comme ça, sont censés prendre le dessus. Ben non, une fois de plus, 3-1, on n'est pas capable. Et puis, il faut tellement pas grand-chose, quoi. D'accord, le gardien n'est pas toujours irréprochable, mais très honnêtement, qui ici pense que Lausanne est à cette place à cause de ses gardiens? Personne, je pense. Il y a beaucoup plus que ça. C'est une structure. Moi, je pense que dans l'ensemble, il faut se rendre compte qu'on avait surestimé pour beaucoup cette équipe, qu'elle n'arrivera pas en pré-playoff. Je pense qu'on arrive à ce constat parce que moi, j'étais le premier à penser au mois de décembre que tôt ou tard, ça allait tourner, qu'il y aurait vraiment une prise de conscience, qu'il y avait les joueurs suffisamment bons pour être au moins 10e. Et puis aujourd'hui, là, on a 6 défaites en 7 matchs. Quoi. On voit pas le bout du tunnel, ou alors on le voit, mais c'est une victoire, puis derrière, tout s'écroule à nouveau. Pour répondre à Tommy rapidement, Régis qui nous demande est-ce que c'est pour Lausanne cet overtime, c'est son premier. Non, on fait le tour des 5 clubs romans. On vient de terminer à Joie. Là, on est sur le cas de Lausanne et on partira sur Fribourg, Bienne et Genève un peu plus tard. Ça réagit énormément dans le chat par rapport à Lausanne. Et je vais reprendre ce que dit Ludovic parce que je vais y aller d'une petite montée de lait. Là, je t'ai dit que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur Overtime. Oui. Je vais y aller d'un coup de gueule un peu. Je me frotte les mains. Il me l'avait pas dit, hein? Non. Non, mais c'est que je lis le commentaire de Ludovic qui nous dit « Je trouve que la réaction du président de Lausanne qui refuse de parler du Svoboda aux journalistes est assez étrange. Il a lâché le 3e budget de la Ligue et on se retrouve en queue de classement. Personne n'assume, ni les joueurs, ni les dirigeants, ni le président. » Moi, J'aurais aimé que Lausanne, au moment où on décide de tasser Peter Svoboda, elle donne un coup de pied dans la fourmilière. Je ne sais pas si ça se dit ici comme expression, là, mais brasse un peu les choses. Au contraire, on a décidé de mettre une personne comme unique responsable de la situation à Lausanne, qui était Peter Svoboda. On lui a fait porter tous les maux de l'équipe. Faut dire que cette équipe-là, sur papier, on était tous d'accord pour dire qu'elle était l'une des équipes avec le plus de profondeur de la Ligue. Ça n'a pas collé, ça n'a pas marché, mais là, le président ne veut plus parler du Svoboda, c'est de l'histoire ancienne, maintenant ça va aller bien. John Fust, qui était le bras droit de Peter Svoboda, qui signait certains contrats, évidemment qui ne décidait pas tout. C'était Svoboda, le grand maître de l'équipe, mais quand même, c'était le bras droit. C'est lui maintenant qui est en charge. Disait ouvertement que son message ne passait plus dans le vestiaire, mais ces joueurs-là, c'est encore les mêmes joueurs qui sont sous sa charge, parce que comme directeur sportif, il a quand même un pouvoir dans cette équipe-là. Il décide lui-même d'aller chercher un coach qui lui plaît, qu'il signe plus de la fin de la saison. Un gars qui vient de l'extérieur, Jeff Ward. J'attends toujours de voir ce que Ward peut faire avec cette équipe-là et rien contre son CV. C'est un gars qui a gagné une Coupe Stanley, c'est un gars respecté dans le milieu, mais clairement à Lausanne, ça ne marche pas. Alors qu'il y avait des coachs, on parle de Gary Sheehan, on parle de Serge Pelletier, il y a des coachs qui ont coaché en Suisse, qui ont eu du succès, qui étaient disponibles, qui auraient pu essayer de remonter cette équipe-là pour la fin de la saison. Ils n'ont pas été signés. On décide d'aller avec un gars qui ne connaît pas du tout notre championnat. Notre capitaine, Lucas Frick, je ne sais pas comment il est dans le vestiaire, mais sur la patinoire, pour moi, ce n'est pas un capitaine. Il n'y a aucun leadership dans cette équipe-là. Les joueurs vont devoir se regarder dans le vestiaire et arrêter de trouver des défaites. Je vais reprendre mon souffle, mais je trouve que cette équipe-là, en ce moment, a la réponse facile de dire « Ah, ben c'est de la faute à Svoboda si ça va pas bien. Maintenant, on regarde dans la nouvelle direction et on va régler tout ça. Il n'y a rien qui se règle. L'équipe n'est pas meilleure avant ou après Svoboda. Est-ce que Svoboda avait des défauts? Je suis convaincu que oui, ça allait pas nickel à Lausanne. Il en était une partie des responsabilités. Par contre, il y a des gens qui vont devoir se regarder dans le miroir et j'espère que John Fust, qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine, peut-être qu'il restera à Lausanne, je lui souhaite évidemment pas de perdre son emploi, mais j'espère qu'au niveau du
de la direction sportive. Il va y avoir des changements et des gros changements pour la suite parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde balaie les déchets dans la cour du voisin. On ne se regarde pas dans le miroir. On doit se parler dans le blanc des yeux au niveau des joueurs, mais également au niveau de la direction de l'équipe parce qu'il n'y a rien qui roule. L'équipe va pas bien sur la patinoire. Les spectateurs qui passent des messages qui sont clairement pas écoutés par les joueurs, avec un capitaine peut-être francophone qui aurait lu cette fameuse lettre qui a été envoyée par les fans, par les ultras. Peut-être que ça aurait été entendu dans le vestiaire aussi. J'ai fait l'entrevue avec Riley Sheehan à Bienne après le match de samedi et il m'a dit, il a dit que c'était très intime en Suisse, la relation entre les fans et les clubs. En ce moment, je sens aucune intimité entre le Lausanne Hockey Club et son groupe de fans. Les fans qui désertent la patinoire, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'émotion dans leur jeu. Moi, c'est ce que je vois de Lausanne. Voilà, ça faisait longtemps, c'est mes quelques semaines sans overtime. Je viens de tout vous lancer ça. C'est ce que je pense de cette équipe-là. Est-ce que je suis dur? Oui. Mais je pense qu'il faut être dur parce que cette équipe-là n'a pas d'affaire en 13e position. Moi, ce que j'aurais envie de dire en complément de ce que tu dis, c'est que cette équipe, elle est mal construite. Donc, il y a un moment donné où on n'a pas des fondations suffisamment solides. On n'a peut-être pas les bons joueurs aux bons endroits. Hein. Ce qui fait que, quelque part, on se cherche. Peut-être qu'on se refile des responsabilités qui, dans un club bien construit avec des leaders établis, des choses comme ça, seraient plus faciles à établir. Et aujourd'hui, on est aux 3/4 de la saison, quasiment aux 2/3. Et cet édifice branlant, on se rend compte qu'il va nulle part. Alors, qui l'a construit cet édifice? On peut... voilà. Je mets ça sur le tapis. Je ne suis pas dans les arcanes du club pour savoir vraiment qui a pris les décisions d'engager tel ou tel joueur. Mais une chose est sûre, on n'a pas les bons joueurs aux bons endroits actuellement. Et je pense que c'est pour ça que cette équipe péclote et va aller tant bien que mal jusqu'à la fin de la saison avec des soubresauts, des belles victoires contre Fribourg. Mais une victoire là au milieu de 5 défaites ou même 6 là, ça le fait pas quoi. Je veux dire, on va pas loin et on se rend compte que même si le public essaie de secouer, il y a eu des demandes de réaction. On sent que ce public qui est quand même dans l'ensemble, je trouve, plutôt patient. Moi, j'ai pas envie d'être dur avec lui parce que même s'il a été refroidi et on sent que l'ambiance est un peu refroidie par moment, il est quand même là assez nombreux. Il est prêt à revenir dès qu'il le faut. Ouais. Il est prêt à soutenir. Donc, faut lui donner crédit à lui. Mais voilà, on s'est complètement planté dans la construction de l'équipe. Et puis aujourd'hui, Ward était assurément pas le coach sauveur. Je comprends tout à fait ce que tu dis sur le fait qu'on a pris un étranger là. On sait que c'est compliqué quand on a un étranger, même quand il arrive à l'intersaison. Et là, quand on essaie de l'introduire dans l'équipe au mois de novembre, c'est encore plus dur. Et est-ce qu'on a choisi la bonne personne? Aujourd'hui, on peut encore même en douter pour la suite. Donc, tout va mal. Mais en grande partie d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense que cette équipe, elle est pas bien bâtie. Et puis, on a fait une montagne des étrangers, parce qu'il y en a quand même des étrangers à Lausanne. On en a une bonne flopée. Là, visiblement, Emerton a le pied cassé. Il va rater le reste de la saison. Voilà, mais ce ne sera pas une excuse si l'équipe n'est pas dans le top 10. Mais on n'a pas les étrangers qu'il faut. C'est pas les bons. C'est pas les bons, tout simplement. Il y a Ludovic qui parle justement au LHC, il y avait un chaudron et la patinoire était impressionnante. Moi, j'étais pas ici. Moi, j'ai connu Malais 2.0 comme spectateur, mais quand j'ai commencé à MySports, c'était la première saison de la Vaudoise Arena. Donc, j'ai pas connu Malais. Mais j'en entends que du positif, que le spectacle, les spectateurs là-bas, la foule, l'ambiance, tout était magique. On a voulu faire du LHC un grand club, un club style NHL. Et moi, je parle avec des anciens joueurs là, parce qu'il y a eu le match du centenaire juste avant Noël. Exactement. On essaie de gratter les centimes partout où on peut. On fait des maillots spéciaux pour les joueurs, les anciens qui sont là. On les vend aux enchères pour essayer de faire du bénéfice au lieu de le donner en soutien aux joueurs. On les reçoit moyennement bien, disons-le.
l'histoire du club doit rester dans cette équipe-là. J'ai l'impression qu'on les tasse un peu. Là, on a fait beaucoup pour le centenaire, mais sinon, les anciens, ils sont où? L'identité du club, elle est où? On parle dans le chat là, des étrangers. Pourquoi toujours des Canadiens? Est-ce qu'on veut essayer d'aller justement chercher une espèce de fibre francophone? Parce que clairement, dans l'équipe, on la sent pas, cette fibre francophone vaudoise, la fierté de porter ce maillot. Il n'y en a pas en ce moment. Puis, je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt. C'est un tout. C'est l'ensemble de l'équipe qui est mal bâtie. On a signé Michael Hugli cet été. Il joue comme 13e attaquant. Je sais que c'est normal que le mec n'ait pas de points. Des réelles chances sur les 2 premiers trios. Est-ce qu'il en a eu? Parce que c'est ce qu'il avait à Bienne pour performer de la sorte. Les joueurs sont parfois placés dans des mauvaises situations aussi. Et voilà, c'est un constat d'échec de la saison. Maintenant, il reste quoi? J'ai dit 13 matchs pour Ajoie. Ça veut dire qu'il en reste 15 pour le LHC d'ici la fin de la saison. À voir la performance d'hier. Clairement, c'est un manque de confiance et de leadership en 3e période, selon moi, parce que quand tu encaisses le premier, tu es supposé réagir. Au contraire, l'équipe est tombée à plat. Il va falloir qu'il se passe quelque chose d'ici la fin de la saison et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ce week-end, c'est 2 matchs aller-retour contre Langnau. Oui. Et Langnau devrait être une proie facile pour le LHC si on regarde sur papier. Et pourtant, j'ai l'impression que ce sera tout sauf facile. Ça va être hyper compliqué pour Lausanne d'aller gratter 1, 2, peut-être 3 points dans ce week-end-là. Et pourtant, ce sont des points hyper importants au classement, justement, si ils veulent remonter dans les places 11 et 12. Et je vais faire, je crois que c'est au tout début de l'émission sur le chat, là, je sais pas si je me trompe de nom, mais c'est Marc qui avait dit arrêtez là, de nous parler de la 10e position pour Lausanne, c'est fini. Lui n'y croit plus du tout au pré-playoff. J'ai de la difficulté à y croire aussi parce que la place de pré-playoff, c'est Ambry qui l'a et c'est 8 points devant Lausanne avec le même nombre de matchs de joués. Là. Et en plus, il y a Langnau et Lugano entre les deux. Hein? Ouais, donc un week-end crucial, mais voilà, ma montée de lait est faite, Régis. Je vais me calmer puisque je sens que ma pression est haute. Ça ira. Je suis à tes côtés si ça se passe mal. Voilà, mais écoute, ce sera intéressant quand même les prochaines semaines à Lausanne et surtout week-end à ne pas manquer donc sur MySports. On va se faire un petit peu de promo, là, 2 matchs face à Langnau. Donc voilà, je pense que tout est dit. Écoute, ça continue. Dans le chat, continuez de vous répondre. On vous lit quand même, là, même si on n'a pas le temps de tout lire vos commentaires. Mais on va pas détailler chaque étranger et puis dire voilà ce qui fait bien, ce qui fait pas bien. Dans l'ensemble, le constat, il est quand même clairement que c'est pas bon. Non. Voilà. Non. Et je pense qu'aucun des noms des étrangers qui ont été engagés pour cette saison, on peut mettre un peu Guernat de côté parce qu'il a un vécu quand même meilleur, mais aucun de ceux qui ont été engagés, ça restera comme des étrangers qui vont marquer l'histoire du club. Non. Il y en a trop d'autres. Ouais. Parfaitement d'accord avec toi, Régis. On va remonter dans le classement maintenant pour parler de Fribourg-Gotteron. Nouvelle du jour à Fribourg, Mathias Rossi donc qui va quitter pour Langnau. On s'attendait à son départ. Voilà. Ça a été confirmé donc ce matin. Mais je veux revenir aussi, avant de parler des performances, il y a également, parce que je suis allé au match mardi contre Ajoie, je sais que ça a sorti un petit peu dans les différents médias, mais les supporters fribourgeois qui, à la toute fin du match, dans les 3 dernières minutes, ont sorti la banderole pour que Bikoff reste un Fribourgeois et ont scandé son nom toute la fin du match. Se sont fait entendre beaucoup. Évidemment, ça a beaucoup touché Andrei Bikoff. J'ai parlé d'identité à Lausanne. Fribourg en a une avec des Sprunger, avec des Motet, avec des Bikoff. Je veux ton avis parce que oui, il a ralenti, mais est-ce que est-ce que ce serait pour toi logique qu'il reste dans ce club? On va répondre justement aux Fribourgeois qui espèrent cette signature. Alors, moi, je pense qu'il y a une logique de le garder, comme il y a une logique de dire à un moment donné, place aux jeunes. Et je suis un peu partagé entre les deux théories parce que je le sens effectivement en train de légèrement décliner sans dire qu'il n'a plus sa place. Mais il y a un moment donné où on a 6 étrangers sur la glace, on a des bons joueurs suisses qui ont été engagés à prix d'or. Donc, il reste des places, mais par-ci par-là,
il y en a peut-être une pour Andrei Bikov, mais ça veut dire que si il reste, c'est un peu comme cette saison. Il va jouer 13e ou 12e attaquant pour être un peu caricatural. Donc ça va pas être plus la saison prochaine. Est-ce que l'équipe doit pas un peu plus miser aussi sur des jeunes, parce qu'il y a pas que des mauvais juniors qui sortent et on n'en voit pas beaucoup. On a vu Schmid, mais depuis, il y a qui? Il y a personne. Et Schmid, c'était quand même il y a déjà 3 ans. Donc moi, il y a un Nicolet qui va revenir. Il y a des gens. Moi, je suis un peu partagé et c'est pour ça que je peux pas vraiment dire il faut qu'il signe. Maintenant, si on me dit, c'est le meilleur parmi ces jeunes, il n'y en a pas un qui va éclore et la saison prochaine, il y a encore besoin de ce routinier-là, oui, il faut faire re-signer Andrei Bikov, il faut le faire repartir pour un tour. Après, l'identité fribourgeoise, c'est clair que cette empreinte Bikov-Sprunger, elle est là, mais un jour ou l'autre, ils ne sont pas éternels, ils sont comme tout le monde sur cette terre, donc il va falloir un petit peu qu'ils cèdent ce rang, et si c'est pour laisser la place à un jeune, moi, ça fait assez d'années que je vois Fribourg et ça me fait toujours un peu mal qu'on ne donne pas un peu plus de temps à ces jeunes qui doivent aller s'aguerrir à Turgovie ou dans des autres clubs de Swiss League, à Winterthur maintenant. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ose pas être trop tranché dans ce dossier-là, mais je suis pas toujours d'accord avec... Je comprends que le public est attaché à lui, mais il faut voir peut-être un petit peu aussi autre chose. Mais tu vois, tu parles des jeunes, les 2 derniers qui devaient percer, qui n'ont pas, en fait, plus que ça, parce que David Ebichère est parti du côté de Rapperswil. Il y a Jordan Bougreau maintenant qui joue du côté de Cloton. T'as Gaëtan Jobin qui est en Swiss League. Les jeunes qui devaient justement prendre ce relais-là, est-ce qu'ils ont vraiment eu des chances? Est-ce qu'on a jeté la serviette trop vite dans leur cas? C'est la question que je me pose, parce que des jeunes à Fribourg, est-ce qu'il y en a beaucoup qui poussent? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? Parce que je me souviens dans une conférence de presse d'avant-saison, on semblait dire que les U20 élites qu'on avait étaient encore loin du gap de la National League, de l'écart avec la National League. Donc, il va quand même falloir de bons vétérans dans ce vestiaire-là. Et même si c'est comme 12e attaquant, il peut être quand même 12-13e attaquant. Tu as l'expérience, tu as un gars qui est capable de jouer offensif, qui clairement ne coûte pas trop à son équipe défensivement en ce moment. Je me dis peut-être que période de transition encore, où on finit sa carrière tout simplement. On voit avec lui aussi ce qu'il a envie de faire, parce que si lui veut retrouver une place sur un top 9, ce sera clairement pas Fribourg. Ça, faut être honnête avec lui aussi. Alors, et je pense qu'il le sait. Oui, ça c'est sûr. L'autre question, c'est que moi je sens bien comment ça va se passer dans ce dossier. Christian Dubé, il va pas lui faire une offre très financièrement intéressante. Si l'offre elle vient, mais on va laisser les choses avancer tranquillement sur la fin de ce championnat. Je serais très surpris que le dossier évolue avant le dernier match des playoffs de Gauthieron. Moi, je pense que ça va aller comme ça. Est-ce qu'Andrei Bikov est capable de dire « Bon, moi, je veux jouer que là. Ma carrière, elle est à Fribourg. » Ça, on le sait que c'est son club, mais je veux être identifié jusqu'à mon dernier jour de hockeyeur de National League dans ce club. Donc, je ferme les yeux sur toutes les propositions et j'attends jusqu'au mois d'avril, mai, s'il le faut, pour voir si cette proposition-là vient. Ou alors, est-ce qu'il va quand même, à un moment donné, ouvrir les yeux sur une autre proposition? Parce qu'il y en a des autres qui seront intéressés à un joueur comme lui. Donc, est-ce qu'il va dire, bon, voilà, je pars dans un club et puis tant pis quoi, je pourrais pas faire mon dernier match devant mes fans comme je l'aurais rêvé. Voilà, il y a aussi peut-être cette question-là qui va se poser, hein, parce que je sais pas si toi tu avais imaginé que le dossier Andrei Bikov se règle ces prochaines semaines, mais comme on sent Christian Dubé, il va laisser ce dossier-là sur la pile de côté et il va le reprendre quand la saison sera terminée. Moi en tout cas je le sens pas autrement. Ouais, moi aussi je pense que ça va être un des derniers dossiers à régler, je pense, pour Fribourg-Gauthieron. Mais ce sera certainement intéressant de voir
ce qui va arriver dans ce dossier-là et surtout si les fans vont repasser encore le message à Christian Dubé parce que clairement le message était dirigé à l'entraîneur-chef et directeur sportif. On va revenir sur la patinoire justement dans ce match contre Ajoie mardi. Victoire convaincante de Fribourg qui n'a fait qu'une bouchée d'Ajoie, particulièrement en deuxième période. 6 buts marqués en deuxième période. On profitait également de l'avantage numérique. Ça a été un peu plus compliqué ce week-end. Dure défaite à la maison contre Bienne sur une première période où tout roulait pour les Biennois. Et ensuite, on est revenu dans d'un match où on était en retard 0-3, même 1-3 avec un but refusé de Rapperswil. On se rend jusqu'au penalty, on perd. Mais tout de même, Fribourg qui reprend sa place. Moi, j'ai vraiment l'impression de revoir, sans revoir l'équipe de la saison dernière, revoir une équipe qui a sa place dans le top 6, qui a sa place dans les équipes qualifiées pour les playoffs. Moi, je vois plus ce week-end comme un peu l'accident de parcours que comme oulala, on est en train de sortir de la route et on est reparti dans une longue série de défaites. Bon. Allez, la semaine, elle ne sera pas simple, parce qu'il y a de nouveau Bienne, mais je pense qu'ils vont les attendre au contour. Mais en même temps, c'est peut-être bon pour Fribourg de les affronter aussi vite après une défaite comme ça. Exactement. Donc j'imagine qu'on va plutôt entamer le match dans l'idée du dernier tiers-temps remporté 2-0 que dans celui du premier et du début du deuxième tiers. Et puis après, il y a 2 fois Zoug qui n'est pas le grand Zoug qu'on imaginait. Donc pas facile ces 3 prochains matchs, mais en même temps, on aura une réponse sur le fait accident de parcours ou au contraire, ça file du mauvais coton. Moi, j'y crois pas beaucoup. Le seul élément, peut-être, qui me fait être un poil plus dubitatif, c'est que sur ce week-end, je pense que clairement, Connor Hughes est devenu très ordinaire. Et là, il va falloir rapidement qu'on retrouve le Connor Hughes qui a su être solide quand il le fallait, parce que sinon, ça peut vite venir compliqué. Je veux dire, quand on a une offensive comme Bienne qui est capable de déferler sur un but, si on n'est pas un minimum solide, ça peut vite venir compliqué. Donc, voilà, c'est la seule réserve que j'ai envie d'émettre sur le week-end. Accident ou pas avec le gardien, mais là, il faut quand même rester un tout petit peu attentif. Faut dire aussi que Connor Hughes, c'est un gardien qui a peu d'expérience comme gardien numéro 1 aussi en National League. Et l'enchaînement des matchs pour lui, il faut dire qu'il a joué la pause de l'équipe nationale en décembre avec la Suisse. Il a joué la Coupe Spengler avec le Canada. Des breaks, des pauses, il n'en a pas eu, Connor Hughes. Et il enchaîne match après match, match après match. Et l'équipe ne marque pas énormément de buts, donc se repose beaucoup sur lui. Il n'a pas vraiment droit à l'erreur. La bonne nouvelle, dans son cas, c'est que Reto Berra a commencé à patiner. Il était à l'entraînement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'il est prêt bientôt à un retour? Ça reste à voir. C'est une question dans le chat que nous pose Hugo, je vois. Visiblement, avant la pause des équipes nationales de février, on va pas revoir Berra, ça semble certain. Je veux dire, c'est quand même pas une blessure bénigne. Donc, non, il faut pas trop penser à Berra pour l'instant. Non, et puis le dos, pour un gardien, on prend pas de chance. C'est un peu comme les genoux, les hanches. T'es mieux d'attendre et de revenir à 100%, surtout que Fribourg est en 5e position. Pour l'instant, ça va très bien. Donc, on va attendre. Connor Hughes, j'ai hâte de voir justement comment il va rebondir demain contre Bienne, qui l'a sorti après 3 buts seulement. Christian Dubé a décidé de changer son gardien. Mais début de match compliqué pour Hughes. Mais oui, je pense qu'à la longue, c'est peut-être l'usure du nombre de matchs, la fatigue qui peut s'installer. C'est le désavantage aussi d'avoir des compétitions connexes que les autres joueurs ou gardiens n'ont pas nécessairement. Là, Connor Hughes, dans son rôle de numéro 1, a été très occupé cette saison. Donc, peut-être qu'il se fait un peu rattraper par ça. Mais moi aussi, je vois plus des erreurs de parcours. Par la loi de la moyenne, nous dit Fabien. Oui, par la loi de la moyenne, voilà. Mais non, j'ai bien hâte de voir le match de demain. D'ailleurs, c'est un match entre Fribourg et Bienne qui sera à nouveau à la BCF Arena. Exactement. Donc, clairement, devant leurs spectateurs, ils vont vouloir rendre la monnaie de leur pièce. Je pense que ça va vivre fort et ce sera un bon match. Ben justement, Régis, le temps file, on va en parler de ce HC Bienne.
C'est toi qui les as vus samedi, Jonathan. Ouais. Et je peux imaginer qu'après un succès 3-1 contre Zug, tu as vu un HCBN suffisamment performant pour faire un candidat au titre. Ben écoute, moi j'ai vu ce match-là parce que faut dire que Zug a perdu ce match-là, mais n'ont pas été déclassés dans cette rencontre-là. Au contraire, ils ont joué un très bon match, mais ils se sont butés à Simon Ritz qui a été en tout feu tout flamme, là. 41 arrêts sur 42 tirs. Surtout en troisième période, là, il a tout stoppé, plus d'une quinzaine de tirs. Il a été vraiment 20 sur 21. 20 sur 21 en troisième? Oui. Wow! Il a été vraiment l'histoire du HCBN dans cette équipe-là. Mais j'ai vu une intensité qui se rapprochait des playoffs. Je ne veux pas dire que c'était un match de playoffs, mais c'était vraiment une intensité intéressante. La patinoire était pleine à craquer. On entendait énormément les fans zougois, les fans biennois aussi. Et sur la patinoire, il y avait un rythme endiablé. Et ça, d'ailleurs, j'ai terminé ma première période en disant que le rythme avait été soutenu toute la période. J'étais presque essoufflé dans mon commentaire, tellement ça partait d'un côté comme de l'autre. Et bien réussi à trouver des façons d'aller chercher des victoires. Le but de Fabio Offer qui frappe la rondelle au vol. On a vu et il faut dire que Bien avait 2 blessés, là, Gaëtan Haas et Luca Conti. Mais on a pu découvrir Riley Sheehan aussi dans un rôle autre que sur la 4e trio. Il jouait sur le 3e bloc en compagnie de Kunzle et de Brunner. Et honnêtement, ça a été mon trio préféré de la soirée. Tu vois que le gars a de l'expérience. Il est rapide, imposant physiquement, responsable défensivement. Et avec Brunner et Kunzle, les deux, évidemment, qui sont très imaginatifs offensivement, ça collait très bien les trois ensemble. J'aimerais revoir, mais c'est sûr que quand Luca Conti va revenir, il va reprendre sa place sur ce trio-là. Mais je pense qu'il y a de la qualité comme étranger au niveau du HCBN. Et là, on a décidé de ne pas habiller Harry Seteri. Il était assis à 2 bancs à côté de moi. J'avais Steinegger juste à côté de moi et Seteri à côté. Les deux sursautaient sur chaque tir que Simon Ritz avait. Il y avait beaucoup de stress du côté de Bien. C'était assez drôle à voir. Mais Seteri semblait en pleine forme. Donc, pas blessé, surnuméraire étranger. Ménager. Mais c'est ce qu'on va voir plus la saison va avancer. Parce que quand Joran Van Pottelberg va revenir, il faut s'attendre à un tournus à 3. Lorsque Seteri ne sera pas devant la cage, ce sera Ritz le 2e. Et donc, on pourra habiller un étranger, un 6e patineur, un 6e joueur de champ étranger. Et c'est là où je pense que Riley Sheehan, qui commence à prendre le rythme aussi de la Ligue, va être hyper intéressant. Et dans les matchs de play-off, attendez-vous à avoir un gars qui est capable de jouer physique, capable d'augmenter son pace, son rythme, son tempo. Et je pense que cette signature-là peut être très bonne. Un HCBN qui a été patient avant de faire cette signature-là, finalement, je pense que ça en sera une bonne. Bon, la question est quand même de savoir si ce match contre Zug aura pas finalement servi d'enseignement aussi pour le staff biennois. Parce que là, on essaie Sheehan dans un autre bloc, dans un autre rôle que le 4e bloc. Il se montre, il montre qu'il a des qualités à faire valoir. On sait qu'Antti Termenen a vraiment des trios, il les bouge que quand il y a des blessures jusqu'à maintenant. Là, peut-être qu'il va avoir cette option supplémentaire. Donc, est-ce qu'il va pas être aussi tenté par garder un peu ce qu'il a? Parce qu'il faut quand même dire, Luca Conti, il est décevant cette saison. Allez, n'hésitons pas, on connaît le potentiel de ce gars. On a vu vraiment que par petites touches, son talent, sa créativité. Et moi, j'ai trouvé Conti, quand les matchs étaient des matchs un peu compliqués, on le voyait quasiment pas. Enfin, pour moi, je veux dire, si on disait à Conti, écoute, je pense que dans ce bloc, on peut faire mieux avec un Sheehan. Voilà, je le comprendrais et il me semble qu'on peut faire mieux que lui pour ce bloc-là, qui est un petit peu en deçà de ce qu'il a produit la saison passée, à cause de Conti, selon moi. Donc là, je pense qu'il y a des enseignements à retirer. On a peut-être de quoi faire un petit step à Bien aussi, avec cette possibilité-là de lancer cet étranger comme dans un rôle qui sert plus son équipe que celui dans le 4e, avec plus de minutes de jeu aussi. Et puis moi, alors, ce que j'aimerais vraiment insister sur ce match contre Zug, c'est que depuis des années, on parle de l'offensive de feu de Termenen, et là, on a gagné un match défense.
Ouais. Et ça, quand on veut gagner un titre, puisque c'est quand même l'objectif avoué de Bienne, même si ça semble un peu surréaliste pour les autres équipes, mais Bienne, c'est une équipe qui est dans le haut du classement, qui est deuxième, qui a certes jamais fait de finale, mais quand on la voit évoluer cette saison, on ne peut pas négliger qu'elle fait partie des outsiders sérieux. Et quand on peut commencer à gagner des matchs défensivement, ben on commence à avoir une armure ou une armature pour les playoffs, parce que on le sait bien que c'est pas en marquant 6 buts qu'on gagne un titre, mais c'est dans des scores comme celui contre Zoug où on a 2-1 puis un but à la dernière minute dans la cage vide, quoi. Donc là, moi j'y ai vu un signe d'encouragement pour la suite et peut-être de progrès aussi de cette équipe par rapport aux saisons précédentes. Bah, à confirmer quand même, bien évidemment. Il va falloir en faire quelques-uns encore des succès, notamment ce week-end, puisque il y aura Fribourg, mais après c'est 2 fois à Genève. Donc là, il y a aussi des matchs là. Pas piquer des verres le week-end qui vient. C'est une grosse semaine pour Bienne, évidemment. Je vais dans le chat. Il y a Hugo qui demande est-ce que Bienne aura le meilleur duo de gardiens suisses, assurément le meilleur trio de gardiens. Mais c'est nouveau maintenant, on parle de trio devant le filet. Mais honnêtement, je pense que si on les met meilleur duo, vite comme ça. Après, faut dire une chose. Oui, sur papier peut-être, mais Joran van Pottelberg, ça va faire 1 an qu'il n'a pas joué. Donc, le temps qu'ils reprennent aussi le rythme, c'est parce que de s'entraîner, c'est une chose. Mais le rythme de match, la vitesse, les tirs qui viennent d'angle et tout, les déplacements en situation de match sont différents pour un gardien. Donc, il faudrait lui laisser du temps. Mais je pense qu'à la longue, oui, c'est le meilleur duo de gardiens. Alors, moi, j'ai une réponse. Vas-y. J'ai profité que tu parlais pour réfléchir un petit peu. La réponse, c'est oui, à condition qu'on ait le Van Pottelberg d'avant sa blessure. Ouais. Voilà. Mais sinon, je vois pas qui pourrait prétendre avoir 2 gardiens numéro 1 à ce stade-là, vraiment, qui peuvent être tout le temps au top. Parce que Van Pottelberg, les saisons où il jouait 45 matchs là, et que Pope grattait des minutes par-ci par-là, il assurait, il livrait constamment la marchandise. Donc, si c'est le Van Pottelberg qu'on a là, avec le Seteri qui, pour beaucoup, était le numéro 1 des gardiens avant de se blesser, on peut pas faire mieux, quoi. Non, on peut pas faire mieux. Hugo qui demande est-ce qu'on sait quand Bienne va récupérer JVP. Pour l'instant, il s'entraîne aussi. Ça devrait être dans les prochaines semaines. On lui souhaite du moins. Il y avait également comme commentaire Tommy qui dit on sent une grande cohésion d'équipe. On sent aussi qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et c'est ce que j'avais dit, je crois, dans un des overtime des derniers que j'ai fait. Cette équipe-là a gardé le même noyau que l'an dernier. On a vu ça à Fribourg l'an passé. Il y avait sensiblement la même équipe, le même noyau que la saison d'avant. Ils ont connu une grande saison. Bien, quand tu compares les deux équipes, il y a quelques petits ajouts d'étrangers, évidemment, parce qu'on a augmenté le nombre d'étrangers. Mais sinon, le noyau reste le même. Et justement, je pense que cette équipe-là a grandi ensemble, a connu les moments difficiles comme les bons moments de la saison dernière et apprend à grandir ensemble. Et ça, je pense que ça fait la force aussi d'une équipe que de changer le noyau année après année. Je pense que c'est plus difficile de se retrouver. Et finalement, le dernier commentaire pour moi, un joueur qui déçoit, c'est Tony Rayala. Parfaitement d'accord, mais Tony Rayala, je l'ai vu jouer justement samedi. Il a eu, si c'est pas 5 chances, au minimum, 5 chances. Des 2 contre 1, des tirs, des cages quasiment vides. Et à chaque fois, c'était sur le gardien, Luke Hollenstein. Il n'a pas de confiance, ça se voit dans son jeu. Et c'est le genre de joueur, justement, le genre de marqueur qui, si tu n'as pas de confiance, ton match, il ne fonctionne pas. Et il revenait frustré au banc. Je le sentais quand même, sans taper dans les bandes et tout. Ça reste un joueur qui est assez neutre niveau émotif, qui laisse pas transparaître grand-chose, mais je sentais quand même dans son body language qu'il commence à y avoir une petite frustration aussi dans son cas. Et quand ça va débloquer, j'ai l'impression que ça va débloquer pour de bon. Alors, on connaît Rayala, il va par série, puis tout à coup, il peut faire un trick cette semaine. Hein, voilà, j'en sais rien, mais c'est pas impossible avec lui. Moi, je pense que c'est un joueur qui, entre guillemets, souffre
plus que d'autres de l'apport d'étrangers supplémentaires. Et s'il n'est pas dans une bonne phase, ben, on le voit un petit peu moins. Puis après, comme il y en a d'autres qui prennent le relais, ben, voilà, on parlait de Sheehan, ben, Tipeee qui fait un peu d'ombre peut-être aussi à Rayala. Avec la comparaison et le nombre augmenté d'excellents joueurs qui sont apparus dans notre championnat, forcément, un Rayala qui était un de ces joueurs d'exception, capable vraiment d'éclater, d'étinceler, ben, il ressort un petit peu moins, je pense. Il ne fait pas une grande saison, je crois qu'il faut être clair, mais passe pas non plus complètement à travers, quoi. Ouais. Et il y a une dernière question sur Bienne qu'on va prendre. C'est Thomas qui nous demande pourquoi ne pas remplacer Lucas Ischier par Riley Sheehan dans le premier bloc. Parce que oui, Sheehan peut jouer à l'aile. Je pense que pour le match de samedi, on avait besoin d'un joueur de centre sur le troisième bloc, tout simplement, entre Brunner et Künzle. C'est pour ça qu'on a décidé d'y aller avec Sheehan là. Mais je ne serais pas surpris un jour de le voir à l'aile sur un premier bloc. C'est un gars qui va se mettre le nez dans le trafic, qui va dans les zones payantes, qui pourrait créer de l'espace aussi pour Tony Rayala, justement. Peut-être un jour un trio d'étrangers avec ces deux-là et Jere Salinan à voir. Mais du moins, Bienne, c'est 3 victoires lors de leurs 4 derniers matchs. Et rendez-vous, on vous le rappelle, demain du côté de Fribourg là, pour la revanche fribourgeoise. Il nous reste un club. C'est d'ailleurs ce qu'on vient de nous demander si on va parler du leader pour terminer l'émission. Elodie, c'est ce qu'on va faire. On va parler de Genève Servette. Genève qui nous a sorti un de ces matchs difficiles à voir pour les spectateurs vendredi parce que c'était moi qui étais aux commentaires. Et après 20 minutes de jeu, c'était déjà la fête dans la patinoire d'Evernay. Tout le monde s'est fait prendre au jeu. Domination totale, domination complète. C'était facile, c'était Lugano. Et tout a changé. Et dès le 3-1, j'ai senti quand même que tout le monde semblait se poser des questions. Le 3-2 est arrivé vite, le 3-3, 4-3. Et même s'ils se sont fait un petit espoir en fin de match en revenant à 5-4, ils ont finalement perdu 7-4. Et je vais revenir sur ce match-là. Elodie qui nous dit dans le chat que cette défaite, elle l'a toujours en travers de la gorge. Faute professionnelle, comme contre Davos. D'où sa question, est-ce que Yann Cadieux est l'homme de la situation? Moi, je vais répondre à cette question-là parce qu'il y a des choses que je me suis posées comme question sur Yann Cadieux dans ce match-là. C'est dur de jeter la pierre à Yann Cadieux quand ton équipe est première. Exactement, c'est ce que j'avais pensé. Mais dans un match comme contre Lugano, si moi je sens que le vent a tourné sur la patinoire, que le momentum a changé de côté, que toute la patinoire s'en rend compte, pourquoi le coach ne fait rien? Pas de temps mort, pas de changement de gardien et rien contre Gauthier Desclous, là. Mais un changement de gardien, un temps mort, des changements de trio. Je comprends que tout va bien, on garde nos trios, mais parfois tu coupes ton banc quand tu vois pour essayer de redonner faire passer des messages aussi. Faire passer des messages. Tom Ernest n'était pas dans un grand soir, mais pas du tout. Je comprends qu'on ne peut pas se passer de Tom Ernest. Il est intouchable. Il est intouchable, mais il y a quand même quelque chose à faire avec ton équipe. Tu dois sentir ton banc devant. Tu dois faire des choses. Il n'y a rien qui a été fait. Après, j'ai interviewé Noah Rod. J'ai aimé la façon dont il est arrivé. Il ne s'est pas caché. Il a dit à 3-0, on voulait tous aller en mettre un dedans. On a pensé à nous. Le F3 a joué beaucoup trop haut pour vouloir en rajouter au spectacle offensif et tout. Et c'est inacceptable. On doit encore continuer d'apprendre. Ça vient avec l'apprentissage d'être premier et d'être bon et d'être dominant dans ce championnat-là. Des erreurs que Zug a appris à ne plus faire dans les 2 dernières saisons, que Genève va apprendre aussi à ne pas faire dans l'avenir s'il reste aussi dominant. Mais j'aurais quand même aimé une réaction de Yann Cadieux. Il n'y en a pas eu. Les joueurs ont tous retraité au vestiaire après le match. Il n'y avait pas d'interview. Je me souviens plus c'était quel joueur, mais il était déjà prêt à aller à l'interview avec nos collègues journalistes. Moi, j'avais Noah Rod qui devait se diriger vers moi. Le chef de presse les a tous ramenés au vestiaire. On ferme la porte.
on se parle. Et Noah Rod a dit on devait, nous les joueurs, se rencontrer, se parler après ce match-là. Donc clairement, c'est le genre de défaite, je comprends qu'elle reste au travers de la gorge, mais c'est le genre de défaite, je pense, qu'on a besoin quand une équipe est en tête comme ça, de se remettre les pieds sur terre, de se dire, écoute, là, on a voulu faire passer le nom derrière avant le logo devant. Il serait peut-être temps maintenant, si on veut se rendre loin, de refaire passer le logo devant avant le nom derrière. Et on l'a vu contre Zurich, la réaction le lendemain, victoire convaincante contre les Zurichois. Moi, ce qui me gêne, Jonathan, et c'est pas du tout contre Genève que je dis ça, mais c'est que ça se produit régulièrement. C'est que juste avant Noël, moi j'ai fait un match contre Langnau, et là, l'équipe il était pas... on n'a pas osé me le dire au micro, mais je l'ai senti quand même que ça transparaissait. Excès de confiance, sous-estimer l'adversaire, et on fait souvent ce genre de faute. Je pense qu'on peut considérer ça comme une faute. C'est parfois qu'on a trop ce talent, on a des joueurs qui sont très sûrs d'eux-mêmes, trop, hein, et ça débouche sur des comportements qui ne sont pas des comportements responsables, des joueurs qui ont tendance, pour certains, à tricher, comme on dit dans le jeu, à ne pas appliquer. Et puis, ça se reproduit de temps en temps, c'est dès le début du match. De temps en temps, c'est on revient au vestiaire après le premier tiers-temps. C'est bon, on est les meilleurs, on va les éclater, même si on ne le dit pas comme ça, mais on le pense comme ça. Donc, allons-y avec nos points. Donc, je pense que ce que tu as ressenti, c'est clairement ça. Et après, qu'est-ce qu'un coach fait là au milieu ? Le coach, soit il punit, en quelque sorte, mais j'imagine pas que Yann Cadieux peut dire à Tom Ernest t'es pas dans un bon soir, tu fais plus qu'un chiffre sur 3. Non, sachant que Montréal connaissait une difficile soirée aussi d'ailleurs, puis c'est ce qui revient dans le chat, il en a fait les frais le lendemain parce qu'il était 7e défenseur. C'est difficile d'asseoir Tom Ernest. Par contre, est-ce que Elliot Berton a joué 8 secondes? J'aurais quand même préféré son énergie parfois aux petites fantaisies. Jonathan, il y a une hiérarchie dans un vestiaire. Je t'apprends pas que si on bouscule cette hiérarchie, un coach se met en danger. Il se met à la merci que ses leaders se liguent contre lui. Et à combien de coachs c'est arrivé ? Et je pense que Yann Cadieux, il est conscient de tout ça. Il préfère faire une croix sur 40 minutes d'un match et ces 3 points dont il n'a pas un besoin urgent que d'hypothéquer la suite de sa carrière derrière le banc et dans le vestiaire. Ouais. Moi, je pense que ça pèse. Ouais. Et je veux dire, la preuve, c'est que le lendemain, on va à Zurich. Même si ça va pas fort à Zurich maintenant, mais on fait une performance hyper solide avec des gars qui ont... les leaders qui ont répondu. Enfin, voilà. Donc, une fois qu'on met tout ça dans la balance, on se dit, bon, allez, on fait une croix sur ce match-là. Ils vont peut-être pas s'en sortir, mais derrière, je sais que ça va le faire. Moi, je pense que ça ne présage rien, mais vraiment rien de ce qui va se passer en play-off. C'est ça que j'aimerais quand même dire. On est dans le championnat régulier. Genève aimerait terminer premier, mais c'est en même temps pas la finalité d'être le champion du monde du championnat régulier. Ça n'amène absolument rien pour la saison d'après. Donc, finalement, si il faut terminer 2e et puis que les gars ils viennent comme des lions et se battent en play-off et jouent juste, je pense que Yann Cadieux peut vivre avec ça. Et ça commence... Il y a eu plusieurs fois dans cette saison où on l'a tous vécu ça, ces défaites, j'ai envie de dire, pas vraiment acceptables compte tenu du potentiel du classement et de la manière dont ça se déroule. Mais il faut l'accepter, le coach, il a décidé qu'il allait vivre avec, et les joueurs, la plupart, ils sont bien conscients quand ils font juste, quand ils font faux. Et je suis sûr que dans le vestiaire, il y en a plusieurs qui faisaient un peu profil bas en disant « Ouais, on est conscient, mais demain, ce sera un autre jour. » Mais je te rejoins là-dessus parce que il y a des personnalités assez fortes dans ce vestiaire-là et je pense que Cadieux devait préférer qu'un joueur dise sa façon de penser à un autre joueur que lui-même se mette certains joueurs à dos. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Mais ça n'enlève pas que petit temps mort, petit changement de gardien, ramène les joueurs au banc, essaie de leur parler parce que clairement, et les visages étaient longs et la foule est tombée complètement à plat. Il n'y avait plus un son dans la patinoire. On n'entendait que les ultras luganais qui eux, sautaient et festoyaient. Mais sinon, même Bertaggia qui jouait contre son ancienne équipe, même s'il connaît une saison difficile, est-ce qu'on aurait pu le voir un chiffre sur 2 de plus? Je sais pas. Après, il rencontrait les joueurs et tout. Il y a toujours une motivation de jouer contre ton ancienne équipe.
ça aurait peut-être été des solutions. Quoique la réaction, elle est venue le lendemain. Elle est importante. On a tous vu également le but de Teemu Artikainen, la passe, l'assist de Teemu Artikainen sur le but de Marc-Antoine Pouliot. C'est exceptionnel de voir ce qu'il peut faire, ce joueur. On parlait beaucoup de toutes les qualités, les skills, pardonnez-moi l'anglicisme, les habiletés techniques de Linus Ullmark. Mais Teemu Artikainen en a de solides également. Et Teemu Artikainen, remarquez bien une chose, lorsqu'il est dans l'enclave, ce gars-là n'est pas bougeable du tout. Personne n'est capable de lui toucher. Et c'est de là qu'il marque ses buts. Encore une fois contre Lugano, le premier but du match, je crois que c'était lui qui l'a marqué. Il était dans son bureau, devant la cage, sur le long des bandes, protection de rondelles. Ce gars-là a vraiment quelque chose. C'est pas le plus rapide, mais physiquement, c'est un armoire à glace. C'est impressionnant de le voir jouer et il nous montre également qu'au niveau habileté technique, il est hors du commun. Quentin qui nous écrit en disant un joueur dont on ne parle pas beaucoup cette année du côté de Genève, c'est Marco Miranda qui a joué toute la saison aux côtés de Winnick et Filppula. C'est un joueur que Quentin apprécie beaucoup. C'est vrai que les quelques matchs que j'ai commentés de Genève cette saison, il fait en échec avant un sacré bon travail. Et de jouer avec un artiste comme Filppula, c'est pas toujours facile non plus. On se dit toujours, tu joues avec le meilleur joueur du championnat, tu joues avec l'un des meilleurs du championnat, c'est facile, tu mets ta canne par terre, tu vas obtenir des points. Mais au contraire, Miranda a un autre travail beaucoup plus important. Et c'est pas toujours facile de jouer avec ces deux gars-là, mais clairement, il y a une chimie qui s'est installée entre ces trois-là et c'est d'ailleurs le trio qui ne bouge pas du côté de Genève. On a changé Artikainen, on a essayé de le mettre de séparer Ullmark et lui, mais ce premier trio-là semble couler dans le béton pour Yann Cadieux. Pour être complémentaire à ce que tu dis, je pense que dans un trio, on ne peut pas avoir des joueurs de même style qui jouent ensemble. Et il va très bien avec les deux, dans son côté beaucoup plus défensif, mais quand même physique. C'est un joueur qui a des bonnes qualités. En regardant sa stat, il a quand même 14 points, donc il n'a pas un impact nul sur cette équipe, même s'il a que 3 buts. Moi je pense que ça manque un peu quand même quand il est devant le but. Je le trouve pas assez finisseur et ça me manque un petit peu. Mais en voyant aussi que ce gars, il a fait le dernier championnat du monde, c'est un joueur qui a un style précieux dans une équipe. Clairement, il a un rôle et c'est un bon joueur, mais pour son style de jeu qui est jamais flashy et dont on va rarement parler comme on parle d'un Artikainen ou d'un Ullmark qui tentent des choses qui sont pleines d'audace, qui ont des habiletés techniques hors normes. Miranda, il est clairement pas dans ce secteur-là. Mais alors, c'est un joueur dont Genève a vraiment besoin pour être champion. C'est vraiment ce genre de joueur de l'ombre. Lucas qui nous dit, si on fait le bilan de Linus Ullmark, il y a probablement autant de buts encaissés où il a sa part de responsabilité que de goals marqués grâce à lui. Est-ce qu'on en parle? C'est le danger d'avoir un joueur comme Linus Ullmark qui est un artiste. C'est un gars qui, malgré un score de 1-1 en troisième période, s'il veut revenir vers la ligne bleue et y aller de la plus belle fin du monde, il ne se pose pas la question, est-ce que c'est le temps de le faire? Il va le faire. Et est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle ne marche pas? Parfois, elle ne marche pas. Ça peut coûter des goals à son équipe. C'est le personnage Linus Ullmark. On aime ou on n'aime pas. Ça va dépendre du moment où il le fait vraiment. Parce que oui, c'est un gars de highlights. Mais il coûte des buts, évidemment, à son équipe parfois. On l'a ramené. Il ne connaît pas sa meilleure saison niveau statistique. Mais sa venue, son retour a probablement joué énormément dans la venue de Teemu Artikainen. Donc, il faut dire quand même que sans lui, Artikainen ne venait pas. Il faut être conscient. Donc, il y a quand même du positif dans tout ça. Mais moi, j'ai hâte surtout de le revoir en play-off. Parce que là, c'est le genre de moment où est-ce que tu peux pas te permettre de fantaisie. En play-off, tes fantaisies, tu les fais à un certain moment. Et c'est assez rare. Moi, j'ai souvenir, il y a 2 ans, quand Genève a fait la finale, et on a eu un Ullmark qui était le meilleur homme avec Tom Ernest peut-être, mais en tout cas le meilleur attaquant, qui a été très responsable, qui n'a vraiment pas coûté beaucoup de buts. Donc,
allez, faut rester quand même un peu positif. Bah, je vois son plus-minus qui est de -3. Il est clair qu'il marque des buts, des points beaucoup en power play, et ils ne sont pas comptabilisés là-dedans. Donc ça va dans le sens de cette remarque qui est quand même assez pertinente. Mais d'une part, je dirais que avoir des joueurs qui font le spectacle, bah pour nous, c'est quand même un plaisir de voir ça, de commenter des matchs. Je suis sûr que beaucoup de spectateurs sont quand même contents qu'ils voient des homards et pas des joueurs qui ne font que d'appliquer, de mettre des pucks au fond et qu'il n'y a pas de spectacle. Donc, clairement, c'est positif. Et alors, je me fais aucun souci. Il va monter son niveau en playoff encore et je pense que lui-même l'avait dit que c'était un joueur de playoff. Ouais. Lui-même l'avait dit aux journalistes que c'était un joueur de playoff. Mais certainement, il va vouloir aller chercher un titre parce qu'il n'a toujours pas de titre dans un club en carrière et Genève, clairement, est en position de rêver à ce titre-là cette saison. Quoique, comme Tommy le rappelle dans le chat, le premier peut tomber contre Zug. Si Zug se qualifie grâce au pré-playoff, ce sera le premier ou la première ou la deuxième position qui vont les affronter. Et les Zougois, est-ce que c'est deux titres consécutifs? Ils savent comment gagner en playoff, même si en saison, c'est compliqué. Les playoffs, c'est une nouvelle saison quand même. Il y a quand même beaucoup de questions sur Zug, sur le fait que peut-être il y a de l'essoufflement. Il n'y a en tout cas pas un manque de talent, on en est tous conscients. Il y a pour l'instant une équipe qui ne tourne pas comme elle devrait, où il y a des moments où la machine s'enraye très vite. C'est clairement pas au stade du LHC que ça s'enchaîne aussi vite les mauvaises choses. Mais quand même, il y a pas mal d'exemples où l'équipe va bien, puis tout d'un coup, paf, ça s'effondre. Moi, je pense quand même, comme beaucoup de monde, que quand les choses deviendront très sérieuses, qu'il faudra gagner des matchs. On va déjà voir si cette équipe, une fois que la Ligue des Champions sera un peu mise de côté, parce que même si Zug se qualifie pour la finale, il n'y aura pas la finale tout de suite, ce sera dans la deuxième partie du mois de février, donc ils vont pouvoir à nouveau repenser vraiment au championnat. Je pense que ça a un petit peu quand même perturbé l'équipe, cette Ligue des Champions, donc méfiance. Moi, j'enterre pas encore Zug pour terminer dans les 6 premiers. Il y a deux affrontements contre Gauthieron le week-end prochain. Ça donnera déjà une petite tendance. Mais c'est vrai qu'alors, si c'était Genève-Zug en quart de finale, ce serait pas une bonne affaire. Même si c'est bien Zug, c'est pas une bonne affaire non plus pour Bien. Je crois que personne n'aura envie de les affronter. Ouais, Kevin dit le pire cadeau empoisonné, ce serait d'affronter Zug. On va prendre quelques petites questions là, parce qu'il y en a. Il y en avait une sur André Ghetto. Il y en avait une sur André Ghetto d'ailleurs qu'on a reçue avant le début de l'émission. Bon, on est allé aux sources. On a demandé à notre collègue Jean-Philippe Presselwenger. Exactement. J'ai parlé à Jean-Philippe il y a quelques minutes qui a commenté le dernier match de Zurich samedi et il m'a dit que c'était évolution jour après jour. Donc quand on dit ça, allez, mettez une petite piécette le week-end prochain. Il devrait être sur la glace. Visiblement, c'est le même constat pour le gardien Roubec, qui devrait revenir aussi, c'est day per day. Donc, le week-end prochain devrait être là. Luca qui nous demande une question pour Régis qui commente régulièrement Lugano. Comment expliquer une telle irrégularité de Lugano, des victoires contre Bienne et Genève, des défaites contre Langnau et Ajoie, et c'est le cas depuis plusieurs années. Bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est une équipe qui a souvent beaucoup de tirs cadrés, qui shoot énormément. Donc, elle a une production offensive qui est quand même correcte, voire très bonne, souvent. Si je prends l'exemple d'hier, il y a 1-0 pour Davos, tir sur le poteau, contre-attaque, 2-0, et puis après, ça vient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que c'est une équipe qui est pas loin d'avoir un niveau qui vaut plus... Vraiment plus que cette 12e place actuelle. Ouais, 12e, je dis pas de bêtises. Mais après, il y a clairement des leaders qui ne sont pas à la hauteur. Il faut le dire. Il y a des joueurs qui sont là et qui ne devraient pas évoluer à un tel niveau. Il y a un manque d'implication pour certains défensivement où ça se passe pas bien. On a vu un Arcobello flamboyant à Genève, mais c'est un peu l'éclaircie dans la grisaille. Et même sur ce match contre Davos, après, c'était pas non plus du grand Arcobello. Moi, je vois une équipe qui doute un peu parce qu'au niveau de la confiance, c'est un peu érodé. Surtout cette confiance devant le but pour des joueurs comme Fazzini ou d'autres. Mais
on arrive à faire le trafic, mais on va pas vraiment au bout. Peut-être qu'il manque un peu un instinct de tueur qu'on n'arrive pas à retrouver à Lugano. Je vois des leaders qui déçoivent, donc difficile d'être constant. Et puis, je pense qu'on attendait un peu plus aussi de Koskinen, disons-le clairement, qui ne fait pas gagner beaucoup de matchs à lui tout seul. Il n'est pas impressionnant. Non, moi j'attendais quand même de la part d'un tel gardien comme ça que de temps en temps on dise on gagne grâce à Koskinen. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs comme ça. Koskinen, moi pour l'avoir connu en NHL, c'était pas le gardien qui... Quand ils l'ont signé, j'avais beaucoup de questions et évidemment son gabarit. De notre position de commentateur, on le voit très bien, le gardien adverse, peu importe le gardien, mais on voit très bien le gardien et sur les ralentis dans le match contre Genève, à quel point le gars, quand le joueur est en angle pour tirer, il voit rien de la cage. Mais absolument rien. Il est tellement imposant devant sa cage, Koskinen, il bouge tous les trous. Par contre, sur les déplacements et les chancelants, il est pas... techniquement, il est bon, mais je ne trouve pas... je trouve pas qu'il utilise... Je trouve qu'il se fie beaucoup justement à son gabarit. La rondelle va me frapper. Je trouve qu'il boxe pas assez. J'aime pas utiliser ce terme anglais, mais il va pas vers la rondelle assez. Il est pas agressif dans son style de gardien. Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu de sa part. Je trouve que devant sa cage, il a l'air un peu... Mais est-ce qu'il n'a pas en plus un peu la mentalité de dire les gars, vous m'aidez pas assez on m'a laissé entendre qu'à Edmonton, il l'avait écarté à un moment donné parce qu'il avait clairement critiqué les joueurs qui ne l'aidaient pas suffisamment. Est-ce qu'à Lugano, il n'est pas aussi un peu comme ça à dire ouais, mais si j'avais des vrais défenseurs devant moi, je serais nettement meilleur et je vous arrêterais plus de puck. Je crains un peu que ce soit... Je veux pas encore parler d'un gars qui est un flop, mais en tout cas, une des déceptions clairement pour moi dans cette équipe de Lugano. Mais alors, ce serait aussi très méchant et mauvaise langue de ma part de dire qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Oui. Je veux dire, quand je vois un Mirko Muller, voilà, j'ai de la peine à trouver les mots, tellement je trouve que ce joueur est en deçà de la moitié de ce qu'on pourrait attendre de lui. Ouais, puis même dans une victoire contre Genève, on a beaucoup vu Arcobello, on a beaucoup vu Conley. Mirko Muller est aux abonnés absents. Moi, il n'est pas flashy sur la patinoire. En même temps, c'est pas un défaut pour un défenseur de ne pas être flashy, mais même dans son territoire, il n'est pas dominant pour un gars qui arrive de l'Amérique du Nord, là, même si c'est sa deuxième saison de retour en Suisse. Régis, on va gentiment mettre fin à notre émission, mais on va prendre quand même 2 derniers commentaires. Didier qui nous dit « Genève Bienne, duel au sommet ce week-end, vos pronostics? » Ça, c'est toujours agréable à faire. J'y avais pas réfléchi, donc c'est pour ça que écoute, je me lance. Lance-toi pendant ce temps, ça me Moi, je pense que les 2 équipes vont remporter chacun une victoire, mais à l'étranger. Ça va pas bien à Genève, à la patinoire des Vernets dernièrement, et je pense que Bienne va arriver avec confiance. Et je pense que Genève va vouloir se rattraper du côté de la Tissot Arena. Je ne sais pas l'ordre, par contre, des matchs. Là. Non, c'est à Bienne le premier. Donc, je pense que Genève va sortir fort, mais Bienne va se rattraper à la patinoire des Vernets. Mais ça s'annonce comme être les 2 meilleurs matchs du week-end. Duel au sommet entre 2 équipes qui sont en pleine confiance. Qui survole le championnat depuis le début de la saison, ça va être intéressant. En tout cas, moi, je vois pas une équipe survoler une de ces 2 rencontres. Je vois que j'ai le sentiment que les 2 vont marquer des points sur le week-end. Voilà, j'aurais tendance à dire comme toi qu'on pourrait bien partager les 3. Mais après, ça peut tellement jouer sur des détails que... Et qui sait, peut-être que Bienne va être en première place du classement au prochain overtime lundi prochain. Ce sont 2 matchs hyper importants aussi pour le classement. Mais attention, Bienne peut déjà s'emparer de la première place demain soir. Hein. Mais avec un match de plus de jouer, donc techniquement... mais oui, c'est vrai, ils pourraient prendre la première place, les 2 équipes qui sont à un seul point de différence. Et dernier commentaire, ça va nous permettre là, de vous lancer les invitations pour la prochaine semaine. Demain, parce que Laurent nous dit dans le chat, Zouk met beaucoup d'énergie dans la Ligue des champions aussi. Ça explique peut-être ses difficultés parfois en National League. Ça donne quand même la possibilité de vous inviter demain pour le match retour de la demi-finale. 20h15, le match.
Ouais, exact. Donc, on vous y attend sur MySports. Il y a également, évidemment, un match Fribourg-Bienne, duel roman et des studios vendredi et samedi. Game of the Week dimanche. Donc, semaine de hockey bien occupée, encore une fois, sur MySports. Magnifique. Régis, merci beaucoup pour cette heure et demie passée avec toi. Avec plaisir. Puis on se Merci retrouve très bientôt. Merci également à vous à la maison. Vous avez été beaucoup à nous écrire, à nous suivre dans l'émission d'aujourd'hui. Toujours très agréable de vous parler. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez revoir cette émission sur nos différentes plateformes en rediffusion. À très bientôt. Bye bye. Ciao.